Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique 1 TV. Aujourd'hui nous sommes dans le cadre de notre émission Le Tour du Monde que vous connaissez très bien. Nous accueillons pour vous aujourd'hui Monsieur Armand Mavinga qu'on ne présente plus. Avec qui nous allons décortiquer son récent ouvrage paru chez Ceprocom Afrique qui s'intitule La conquête du pouvoir en RDC. Il aura l'occasion de nous détailler tout cela d'ici peu. Bonjour Monsieur Armand Mavinga. Bonjour Monsieur William James Tutu. Oui, merci de nous avoir fait l'honneur de venir à notre studio pour nous présenter ton dernier ouvrage, La conquête du pouvoir en République démocratique du Congo. C'est avec plaisir. Et je voulais seulement souligner que c'est un ouvrage que nous avions écrit avec mon compatriote Jéruzel Djamba, que je salue en passant. Oui, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons attaquer directement le vif du sujet, si vous voulez bien. Absolument. Oui. Bonjour. Donc, qu'est-ce que la 3C RDC et quel est son rôle dans la politique congolaise actuelle? Merci pour la question. La Coalition pour le changement République démocratique du Congo, 3C RDC, est une plateforme qui a été créée en 2012. En France, mais qui aujourd'hui regroupe des partis politiques, des mouvements politiques, associatifs, des personnalités dans la diaspora qui est du pays. Mais c'est une plateforme qui est animée principalement par le mouvement pour la paix et le développement du Congo que je préside et le Parti socialiste congolais dont mon frère Jéruzel Djamba est l'autorité morale. Ok, merci beaucoup. On comprend, le public a compris que c'est une coalition qui date, ce n'est pas une coalition opportuniste. Hein? Comme vous le savez, comme on le verra par la suite quand nous allons parler du livre, c'est-à-dire qu'il faut savoir se situer par rapport aux enjeux du monde. Donc aujourd'hui, la Coalition pour le changement républicain du Congo, 3CRDC, est la plateforme qui joue sur l'anticipation. Je pense que nous sommes la plateforme champion de l'anticipation. Parce que diriger, c'est savoir lire le signe des temps et anticiper. Et donc, comme vous le verrez dans cet ouvrage, tout ce que nous écrivons, c'est tout, nous sommes en train d'anticiper sur le grand enjeu de la République démocratique du Congo, qui est un pays en crise depuis de longue date, et un pays qui doit sortir de cette longue crise. Et donc, cet ouvrage est écrit pour que nous puissions apporter nos propositions sur les voies et moyens de sortir le peuple congolais qui a tant souffert de cette longue crise multiforme. Ça me donne l'idée de vous poser la question de savoir, vous qui êtes dans la diaspora congolaise et la vie politique congolaise se déroule sur les terrains. Comment faites-vous pour concilier un peu cette manque de proximité avec des personnes que vous voulez mobiliser? Mais je pense que M. William James Tutu, je dirais tout de suite qu'il n'y a pas de barrière entre la diaspora et le pays. Une des preuves d'ailleurs, c'est la diaspora qui tient le social de ce pays-là. Si la diaspora congolaise n'existait pas, il y aurait des dégâts sociaux incommensurables. Donc il y a un lien qui lie la diaspora avec le pays. Et d'ailleurs, pour votre information, la plupart des grands enjeux du monde, qui ont géré le monde, partent de la diaspora. C'est-à-dire la diaspora, pour la République démocratique du Congo, a une mission prophétique. Je pense que vous connaissez notre papa Kimbangu qui avait dit... Bon, la prophétie, il en s'agit beaucoup dans votre ouvrage. Nous aurons l'état d'y revenir. Je voulais dire un mot. Parce que ça va arriver, nous avons prévu une question à ce sujet. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas de barrière. Nous sommes en train de travailler. Nous travaillons avec les gens qui sont sur place. Par exemple, notre vision de transition exceptionnelle.
elle est acceptée non seulement dans la diaspora, non, même bah, au niveau oui, du pays. là, il s'agit d'abord d'expliquer à nos amis téléspectateurs vos objectifs et Absolument. comment vous comptez y parvenir, Oui, atteindre ces objectifs. absolument, nous sommes obligés de travailler avec tous les Congolais du monde entier. Et ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont au pays. Nous travaillons pour changer véritablement la vie du peuple congolais. Donc, nous sommes tenus d'avoir des relations très étroites avec la population. Donc, il y a tout un réseau de relations qui est la Coalition pour le changement République démocratique du Congo, 3CRDC, un réseau de relations avec la population, avec les acteurs politiques, avec les acteurs de la société civile, avec les personnalités. Donc, il y a un travail qui se fait. Vous étiez, sans vous couper la parole, vous étiez dernièrement à Kinshasa, vous êtes passé sur Télé 50, déjà Marie Kassamba, on vous a vu, l'interview a été suivie un peu partout dans le monde entier. Qu'aviez-vous passé comme message à cette occasion? Vous savez, à cette occasion, c'était d'abord pour dire, dans cette situation de grave crise où se trouve la République démocratique du Congo, il y a une nouvelle proposition politique. Il y a une nouvelle vision. Comme vous le souvenez, tous les Congolais qui s'étaient réunis en Allemagne, au niveau de Cologne, ils avaient adopté à l'époque la déclaration de Cologne. Et dans la déclaration de Cologne, qu'est-ce qui a été dit? Pour que la République démocratique du Congo sorte de sa longue crise actuelle, il faut que le peuple congolais se mette derrière un leader, derrière un mouvement qui a la plus grande vision pour la République démocratique du Congo. Bon, quels sont les profils des invités à ces forums à ce forum qui était au niveau de Cologne, il y avait toutes les représentations de la classe politique congolaise. De la diaspora? Non, la diaspora, mais il y a des représentants de partis politiques qui sont au pays, qui sont dans la diaspora. Il y avait toutes les représentations. Ce sont des leaders de second couteau. Absolument. Il y avait toutes les sociétés civiles, les partis politiques. Il y avait des gens, par exemple, du LDPS qui étaient là. Il y avait tout le monde de PPRD. C'était un truc ouvert qui était en Allemagne parce que les gens étaient venus pour écouter ma vision du grand Congo du XXIe siècle. Parce qu'ils entendaient. Et la question était, quelle est la vision du grand Congo du XXIe siècle? J'avais présenté la vision du grand Congo du XXIe siècle. C'est ce qui a mené les participants à prendre la résolution pour dire, pour que nous puissions nous sortir de cette longue crise, il faut se mettre derrière un leader qui a la plus grande vision possible, ou un mouvement qui a la plus grande vision possible. Parce que vous savez, pour sortir d'une crise, il faut une grande vision. Il ne faut pas de visions opportunistes, il ne faut pas de visions inopportunes, il faut une grande vision. Et c'est la vision que je porte personnellement, la vision du grand Congo du XXIe siècle. Comme vous l'attendez, c'est une vision étalée sur 100 ans. C'est-à-dire, pour sortir d'une crise, nous venons d'une crise de plus de 6 siècles. La traite négrière, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Et pour devenir un grand peuple, une grande nation, il faut tenir compte du long parcours que nous avons connu. C'est comme ça que je me suis dit, en un mandat de 5 ans, oui, mais est-ce que savez-vous le plus grand frein qui entrave le développement du pays avec les taux élevés des illettrés analphabètes qui ne participent pas à la vie politique? Vous savez, c'est un peu difficile de travailler dans ces conditions. Mais William James, la vision est claire. Pourquoi c'est la vision du grand Congo du XXIe siècle? Comme je l'ai dit toujours, si ton projet porte sur un implant du riz, si ton projet porte sur 10 ans, plante un arbre. Mais si ton projet porte sur 100 ans, éduque les hommes. Donc, l'éducation sera la clé fondamentale. Donc, nous avons une trilogie. L'éducation, la culture et la recherche. Ce sont les 3 éléments fondamentaux. C'est très important, l'éducation. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de notre émission. Nous allons maintenant essayer de... Bon, parce que nous avons prévu... Mais quand même, pour terminer, je voulais seulement nous dire, parce que vous m'avez posé la question sur l'émission que j'avais passée chez Jean-Marie Kassamba. L'émission a eu un impact au point que j'ai été rappelé à 2 reprises parce que les gens avaient besoin de m'écouter davantage. Parce que je leur avais montré comment nous étions décidés avec la plateforme 3CRDC, avec moi comme le leader, président de la plateforme, comment nous voulions faire du peuple congolais un grand peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais est un peuple chosifié, pillé, à genoux, mais comme le dit notre hymne national, debout congolais, donc c'est une vision pour mettre ce peuple debout.
pour qu'il devienne un grand peuple. Et l'émission a eu un impact. Avant vous, il y avait M. Étienne Tshisekedi qui avait dit au peuple de se prendre en charge, mais finalement, le peuple n'a pas suivi jusqu'à aujourd'hui. En quoi êtes-vous différent d'Étienne Tshisekedi? Mais vous savez, j'ai beaucoup de respect pour notre papa Étienne Tshisekedi. Paix à son âme, des gens qui ont combattu. Mais je pense que je porte aujourd'hui une grande vision qui dépasse celle de M. Étienne Tshisekedi. Ah bon? Mais par le simple fait, c'est une vision de 100 ans. C'est-à-dire c'est une vision où je voudrais amener toutes les générations présentes et futures autour d'un même projet de société. C'est la raison pour laquelle vous verrez, parmi les priorités, il faudra que tout le peuple congolais réuni vienne adopter ce que nous avons proposé comme agenda du Grand Congo du XXIe siècle. C'est-à-dire, nous serons là pour jeter les bases, mettre les fondations, et les générations futures. Vous savez très bien que tous les projets de développement de la République démocratique du Congo ont été foulés aux pieds par les impérialistes. Bon, maintenant, comment ferez-vous pour essayer de dépasser un peu cet obstacle qui se profile à chaque fois que le peuple congolais veut s'organiser? Il y a toujours des obstacles qui lui est tendu par des interférences étrangères. Je pense que M. William James Tutu, nous devons nous situer par rapport au monde d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a des obstacles, mais personne ne peut empêcher à un peuple uni, un peuple visionnaire d'appliquer sa vision. Il faut être un peuple uni, un peuple fort. C'est là d'ailleurs qui nous ramène à l'importance d'une grande vision. Parce que pour qu'un peuple se mette debout, il faut l'entraîner dans une grande vision qui permettra à ce peuple d'être un grand peuple et de prendre son destin en main. Et c'est le travail que je suis en train de faire. Donc vous pensez avoir fait ça pour la toute première fois de l'histoire? Absolument. Je ne sais pas si vous savez quelqu'un qui a fait un projet sur 100 ans. Je ne pense pas. Et a préparé un agenda du 21e siècle. Tu ne seras pas là, en plus, non, mais c'est pour montrer l'impersonnalité. Quand je dis sur 100 ans, c'est-à-dire je me dis, nous mettons les fondations, ce sont les générations futures qui viendront construire. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans ce volet, je citais trois aspects importants. L'éducation, la culture et la recherche. La culture vit d'une vision globale qui englobe même l'aspect spirituel. C'est-à-dire il faut amener ce peuple à être totalement ancré dans son identité profonde. Parce que nous avons été aliénés. Non, donc, mais les problèmes, vous savez comme moi que c'est depuis l'époque de Mobutu que l'éducation a été foulée aux pieds et qu'aujourd'hui les gens qui n'étaient pas vraiment scolarisés se sont reproduits à l'infini jusqu'à atteindre les 150 millions de Congolais aujourd'hui. Voyez-vous que les chantiers est très vaste. Mais je vous assure, nous avons tenu compte de tout ça. Et c'est aussi comme moi-même, j'ai été un expert de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation, la culture et la communication. Et dans les années 80, nous avons travaillé sur les grands enjeux du monde. Et donc, nous y avons travaillé. J'ai une longue expérience que je traîne avec moi, que je compte apporter pour le renouveau au Congo. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'éducation, la culture... Que dites-vous alors du proverbe qui dit que le prophète n'est jamais bien accueilli chez lui? Vous savez, le prophète n'est pas toujours bien accueilli chez lui, mais il y a des gens qui écoutent le prophète. Si tout le monde n'écoute pas le prophète, mais il y a des gens qui écoutent le prophète. Nous, le prophète chez lui, mais il faut que les gens qui écoutent le prophète se mettent autour du prophète pour expliquer aux autres. Parce qu'on ne comprend pas du coup un prophète du coup. Mais avec le temps, on arrive à le comprendre. C'est la raison pour laquelle nous mettons une vision, il faut la vulgariser, il faut l'enseigner dans des écoles et partout. Parce que quand nous avons pris ensemble un agenda pour le XXe siècle, qu'est-ce que nous voulons être comme peuple au XXIe siècle? Qu'est-ce que nous voulons faire au XXIe siècle? Ça ne sera plus mon agenda. Ce sera l'agenda du peuple congolais. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons être? Comment nous allons nous comporter? Et dans tout ça, il nous faut véritablement une profonde révolution. C'est-à-dire, dans ma vision, je crois qu'il nous faut une révolution culturelle qui est à la fois spirituelle,
Et c'est comme je l'ai dit, il faut que nous montions une grande nation qui sera au cœur du grand humanisme. Pour le dire, tu as parlé des problèmes actuels, de blocage, des puissances, des obstacles, mais nous avons la chance aujourd'hui, parce que nous sommes en train de vivre une nouvelle réconfiguration mondiale. Mais cette réconfiguration mondiale est brutale. Il est freiné. C'est un monde maintenant multipolaire qui est tenté de naître devant nous. Hier, c'était un monde monopolistique dominé par les puissances occidentales. Mais là, maintenant, c'est un nouveau monde qui est en train de se faire. Avec les BRICS, c'est la raison pour laquelle j'amène cette grande vision pour que nous tous, le peuple congolais et toutes les forces vives congolaises, nous puissions nous situer dans le cadre de ce nouveau monde qui est en train de se faire. Parce que si nous ratons cette occasion, alors c'est fini, il faut attendre peut-être, sera fini, ce sera notre disparition. D'ici peut-être, d'ici 100 ans, je pense que le peuple congolais et la Congo n'existeront plus. C'est la raison pour laquelle, face à ça, face à la nouvelle réconfiguration du monde, il ne s'agit pas pour nous d'être pour les uns ou être pour les autres. Oui, Monsieur Mavinga, nous avons compris tout ce que vous venez de dire. Maintenant, la question est de savoir quel défi majeur empêche actuellement l'émergence du Congo comme grande puissance. Et je le réponds par le titre d'un livre qui va sortir incessamment. Le livre est intitulé « Si tu n'es pas, tu n'as pas » pour un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Donc, si tu n'es pas, tu n'as pas. Donc, tu n'as pas. C'est-à-dire, si tu n'existes pas, tu ne peux pas prétendre avoir quelque chose. Tu peux avoir des ressources comme nous l'avons dans notre pays, toutes les richesses que Dieu nous a données. Dans les sous-sols, sur l'espace aérien, nous avons la nature, nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais si nous-mêmes, nous n'existons pas, mais nous ne pouvons pas prendre possession de ce qui existe. C'est pour dire quoi? Le véritable problème, c'est l'homme congolais lui-même. C'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle un des grands travaux que nous devons construire, c'est bâtir l'esprit congolais. Un esprit fort, un esprit créateur, un esprit rêveur, un esprit unificateur, un esprit fort pour se construire soi-même. On ne peut être que soi-même ce qu'on veut qu'on soit, et non ce que les autres veulent que nous soyons. Je reprends ce que le président Mobutu disait à l'époque, quand il parlait de recours à l'autonomie. Nous devons être ce que nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres veulent que nous soyons. Mais pour que tu sois toi-même, tu dois avoir une grande identité forte. C'est la raison pour laquelle vous savez, ce problème, c'est un peu beaucoup plus grave que ça, que vous ne le pensez, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons des élites politiques inféodées dans des loges, dans des trucs, etc., etc. Ils n'obéissent qu'au diable, pour essayer maintenant de dominer sur des autres. Vous comprenez bien. Bon, maintenant, dans ces conditions, comment vous qui êtes, vous avez rappelé dans votre ouvrage que vous êtes issu d'une très grande famille religieuse avec des pasteurs, des hommes de Dieu en tout genre. Dans votre famille, vous-même, vous êtes grand pasteur aussi, à part la casquette politique. Bon, maintenant, par rapport à cette dimension de spiritualité, des confrontations, des énergies, des vibrations, comment vous comptez un peu surmonter ça? Parce qu'on dit qu'il y a les forces des ténèbres qui sont très puissantes, qui dirigent un peu, qui commanditent un peu tout ce que nous faisons dans la société. Comment vous allez sortir au-delà de la RDC pour rayonner au niveau mondial, international, pour essayer un peu d'amoindrir, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure à l'entrée dans un monde nouveau? Je peux vous répondre. Vous savez d'abord, si tu ne sais pas rêver l'irréel, tu ne peux pas créer le réel. D'abord, il faut rêver, il faut avoir un grand rêve. Et quand tu as eu un grand rêve, tu dois tout faire, être entouré de gens qui peuvent te permettre pour construire ces grands rêves. Pour que la Chine d'aujourd'hui soit la Chine, il y a eu un Mao. Pour que la France, à un moment donné, qui est occupée par les Allemands, puisse se relever, il y a eu un général de Gaulle. Donc, vous verrez dans la situation, chaque fois, il y a toujours des visionnaires qui s'entourent de gens qui comprennent la vision, qui se mettent autour pour créer quelque chose. Pour ce que vous venez de dire,
savez, moi, je suis un croyant, quelqu'un qui croit profondément au changement. Et moi, je crois à la mission prophétique du Congo. Frantz Fanon disait, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, la République démocratique du Congo est un pays prophétique. Et moi, je crois aussi à la prophétie de Papa Kimbangu qui avait dit que les enfants partiront à l'étranger. Mais quand ils auront maîtrisé les valeurs, les antivaleurs des colonisateurs de blancs, quand ils reviendront, ce sera l'émergence de l'Afrique. Moi, je crois à notre papa Kimbangu. Et d'où moi, je suis comme de ce que j'appelle les enfants de la promesse. Cette diaspora dont parle le papa Kimbangu, absolument, qui doivent rentrer pour que la prophétie de Papa Simon Kimbangu puisse s'accomplir, de Papa Kimbangu, la prophétie, la création du... Ça joue que notre vision, c'est le grand Congo du XXIe siècle. Au-delà de Papa Kimbangu, nous avons beaucoup de leaders qui ont lutté pour la République démocratique du Congo. Nous avons le Joseph Kasavubu, il y a de Paul Panda Farnana, il y a Mama Kimpa Vita, le Lumumba, Okito Polo, le Kana Malula, le Kana Mosengo, Etienne Tshisekedi, tous ces gens, toutes se voient, Mobutu et autres, tous ceux qui ont contribué, et tous nos martyrs héros ne sont pas morts pour rien. Il y a un esprit. C'est-à-dire, au-delà de ce que vous dites, bien sûr, il y a des loges hautes. C'est la raison pour laquelle l'avantage de notre... Parce que nos hommes politiques sont affiliés. Je viens. C'est un raison pour laquelle je vous dis, l'avantage de notre vision, c'est dans la vision de la 3RDC, parce que nous avons apporté même l'aspect spirituel. C'est-à-dire, dans cette vision, nous disons, il faut faire en sorte que les églises, les groupes fermés, ne soient pas au cœur du désordre social et la démobilisation sociale. C'est-à-dire, il faut prendre toutes les dispositions pour que les églises, tous ces groupes fermés, peu importe la vision des uns et des autres, ne puissent pas être des obstacles à l'émergence du Congo. C'est la raison pour laquelle c'est prévu. Il y a tout un programme où c'est écrit, il faut prendre toutes les stratégies pour que les églises, les groupes fermés et autres ne deviennent pas des instruments du désordre social et de la démobilisation publique. Donc, et c'est ce qui fait l'avantage par rapport aux autres hommes politiques, que dans notre vision, nous avons une vision qui touche le spirituel. Tout à fait. Et en plus aussi, pourquoi ça touche le spirituel? Parce que dans mon fondement, pour que le grand Congo du XXIe siècle, nous sommes la nouvelle voie pour le monde, il nous faut non seulement, comme on le dit aujourd'hui, que le Congo ait le poumon vert, parce que nous avions une réserve de biosphère qui régule le climat au niveau mondial avec tout ce que nous avions, mais nous devons être aussi, comme je l'ai dit dans le cadre de cette vision, le nouveau poumon spirituel de l'humanité. Et en tant que nouveau poumon spirituel de l'humanité, qui nous fera de nous un grand peuple, écouter en Afrique à travers le monde, pour que nous puissions passer dans les enjeux, la nouvelle reconfiguration mondiale, en tant que poumon spirituel de l'humanité, il faudrait que nous soyons au cœur de la construction de nouvel humanisme. Le nouvel humanisme que nous a apporté l'Occident a échoué parce que l'Occident lui-même est tenté de marcher sur son humanisme. C'est-à-dire, quand l'Occident commence à marcher sur ces grandes valeurs qui fondent sa civilisation, l'Occident est tenté de s'affaiblir. Et nous ne devons pas suivre ces déclins. Il faut que les grandes valeurs qui fondent la justice, l'équité, l'amour, la solidarité, le mieux vivre ensemble au niveau national africain, dans le monde, il faut que le pays que nous allons bâtir, le grand Congo du XXIe siècle, nous devons être au cœur de nouvelles propositions, d'un nouvel humanisme. C'est ce qui va nous donner, c'est ce qui va apporter le grand Congo pour que ce soit véritablement la gâchette. Tous ces pays voisins qui sont utilisés pour piller, pour massacrer le peuple congolais avec les génocides que nous connaissons en République démocratique du Congo. 12 millions de morts, je salue, et j'en profite pour saluer la mémoire de tous nos martyrs héros, de tous ces plus de 12 millions de morts qui sont morts dans ces génocides silencieux. C'est pour dire qu'il faut ce grand humanisme. Sous la barbe de l'ONU. Il faut ce grand humanisme pour que tous ces pays voisins qu'on a utilisés pour détruire le Congo, pour massacrer le peuple congolais, pour qu'ils comprennent, nous ne venons pas pour faire la vengeance ou la revanche. Nous ne viendrons pas pour faire la guerre à tous les pays voisins qui ont été utilisés, mais nous allons apporter un nouvel humanisme.
Parce que le peuple congolais va devenir un grand peuple. Tout à fait, ça c'est très important. Sous notre leadership. Apporter un nouvel humanisme contagieux, hein, un peu dans la sous-région. Hein. Absolument, à travers le monde. C'est à travers le monde en a grandement besoin. Je ne vous coupe pas la parole, monsieur William James Tutu. Le monde est en train de se reconfigurer. On est en train de créer un monde multipolaire. Et ce monde multipolaire, quels seront les soubassements de ce monde? Il ne faut pas que les autres l'écrivent à notre place. Il ne faut pas que les autres le fassent à notre place. Sinon, nous n'aurons plus de place dans le monde et nous allons disparaître. Oui, on voit que d'une part, nous avons les forces négatives qui interfèrent sur les politiques africaines. Et d'autre part, il y a aussi la volonté avec les BRICS de se serrer dans l'union fait la force pour essayer d'avancer les pays du Sud. Est-ce que sentez-vous que la RDC est embarquée dans cette dynamique? Mais c'est la raison pour laquelle, M. James, nous avons écrit cet ouvrage. Parce que nous sommes rendus compte que les leaders politiques sont dans la distraction. C'est un ouvrage très important, la conquête. Les leaders politiques congolais que nous montrons là, les leaders politiques congolais sont dans la distraction et ils n'ont pas aussi une bonne vision. Mais moi, je l'ai toujours dit, un leader politique sans vision est plus dangereux qu'un criminel, un terroriste. Tout à fait. Parce que lui, il peut amener tout un pays, tout un peuple à la disparition. À la disparition. Hein. Parce qu'il n'est pas visionnaire. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons faire la différence. Bon, êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que c'est Tshisekedi qui sera le dernier président de la RDC qui signera soit la balkanisation du pays, soit sauver le pays? Mais moi, je pense que, comme je le propose dans ces livres, comme le proposons avec tous nos amis de la coalition pour le changement démocratique du Congo... Non, parce qu'il y a aussi des complicités de fils de pays dans ce que nous décrions. Je l'ai dit. Monsieur Félix Tshilombo et l'UDPS et l'Union sacrée, ces régimes constituent la fin de la Troisième République. Tout à fait. Pour nous, il faut bâtir maintenant la Quatrième République, qui viendra avec la grande vision que nous sommes en train de porter. Pour nous, cette tragédie de la Troisième République, parce que la Troisième République est une tragédie. Tout à fait. Je suis d'accord. Avec le génocide en tant congolais. qu'observateur. Hein, et avec la corruption. Vous n'avez qu'à voir la situation aujourd'hui du peuple congolais. Le niveau de vie aujourd'hui. Allant grandissant, oui. Grandissant. Donc l'échec est total. Et ce n'est pas l'UDPS ou l'Union sacrée qui vont dire le contraire. Donc aujourd'hui, il faut une grande vision, il faut la Quatrième République. Tout à fait. Et donc là, nous jetons le base. Nous donnons le base, la Quatrième République. Et donc, il faut construire une Quatrième République. Et nous souhaitons que cette Quatrième République soit construite sur le fondement du Grand Congo du XXIe siècle. D'où ma mission, c'est de bâtir une charnière. La mission de 3RDC, il faut bâtir une solide charnière entre l'ancien Congo, qui se termine avec le pouvoir de l'UDPS et de l'Union sacrée, et jeter le base du nouveau Congo, avec nous, du Grand Congo du XXIe siècle, et qui va consacrer la Quatrième République. Oui, qu'aviez-vous comme alliés dans cette lutte? Des alliés un peu extérieurs, parce que à l'époque, nous étions dans une configuration capitaliste communiste. Bon, maintenant, aujourd'hui, on est dans une configuration multipolaire que vous disiez tantôt. Bon, quels sont vos alliés dans ces cadres-là? Mais je peux vous donner une réponse. Pour l'instant, c'est inopportun de parler des alliés. Mais nous voulons construire un nouveau monde et être dans ce nouveau monde qui est en train de construire. Nous sommes un grand peuple. D'abord, de par la centralité de la République démocratique du Congo, nous avions au moins 9 pays voisins et nous sommes le centre. Donc, pour aller du nord vers le sud, il faut passer par la République démocratique du Congo. Non, apparemment, sur les 9 frontières que compte la RDC, il n'y a pas d'alliés pour non, mais c'est ce que je viens de dire. Les alliés viendront. Il faut d'abord être un grand peuple, porter une grande vision.
Il faut que le peuple congolais se mette debout, comme nous disons dans le debout congolais. Et c'est notre rôle de provoquer une véritable révolution culturelle, qui soit une révolution globale à la fois, culturelle et spirituelle. Parce que quand nous disons culturelle, c'est dans une vision large et globale qui implique même le spirituel. Bon, pour que le téléspectateur nous comprenne bien, j'aimerais, parce que vous êtes un homme politique du renouveau. Absolument. Bon, maintenant, je vous poserai la question de nous dresser le profil de l'homme politique actuel congolais, hein, l'homme politique congolais, et l'homme politique d'avenir que vous présentez. Absolument, Présentez-nous un peu ces deux profils rapidement pour que les téléspectateurs... Globalement, il faut le dire rapidement, le 24 avril 90... Commencer par le profil de l'homme politique actuel. En disant le 24 avril 90, c'est la transition. Tout à fait. Le président Mobutu dit il n'y a plus de parti unique, c'est le multipartisme. Maintenant, ils nous ont monté un système malade de tennis politique qui était animé principalement par le président Mobutu, le maréchal Mobutu et le combattant Etienne Tshisekedi. Et c'est ce tennis politique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce tennis politique qui est à la base de la prolifération de partis politiques et de plateformes politiques. Et conséquence de ça, ça crée une classe politique médiocre. Comme l'avait dit le cardinal Laurent Monsengo Passigna, que les médiocres dégagent. C'est-à-dire, ce système malade de tennis politique qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui a produit une classe de délinquants et prostituées politiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens valables. Les gens valables sont sur le plan politique, mais se comptent au bout du doigt. Aujourd'hui, la plupart de la classe politique sont trempés dans la corruption, dans les intérêts égoïstes. C'est-à-dire, la politique est devenue un métier comme un forgeron, comme un cordonnier. La politique n'est plus une vision, une mission pour résoudre le problème du peuple. C'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, nous venons avec une vision où les acteurs politiques doivent être des visionnaires et des missionnaires. Quelqu'un qui fait la politique doit travailler dans le cadre d'une vision, et quand il travaille dans une vision, il doit avoir une mission. Par exemple, comme moi je l'ai dit, nous portons la vision du Grand Congo du XXIe siècle. Je suis missionnaire, il faut jeter les bases, les fondations du Grand Congo du XXIe siècle pour que les générations futures savent où s'appuyer pour construire ce Grand Congo. Nous ne pourrons pas construire le Grand Congo. Mais serez-vous d'accord avec l'idée de faire passer les hommes politiques congolais une certification des bonnes mœurs avant qu'ils puissent accéder... Non, je ne vous coupe pas la parole. Toujours, dans le cadre de ce système politique qui a été monté, c'est la raison pour laquelle nous proposons une réforme de fond en comble de jeu des acteurs politiques. Donc, le jeu des acteurs politiques, aujourd'hui, ne peut plus continuer. Et en plus, il faut éviter que le parti politique et les plateformes politiques puissent prendre en otage le fonctionnement d'un pays. C'est-à-dire, maintenant, nous proposons une gouvernance où les acteurs politiques ne doivent pas prendre en otage la gouvernance du pays. C'est-à-dire, pour gérer les pays, il ne faut pas nécessairement être quelqu'un d'un parti politique. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez, par exemple, il y a l'initiative des regroupements citoyens, IRC, qui est proposée. C'est pour aider tous ces jeunes qui ont de vision, qui peuvent faire quelque chose pour leur pays, de ne pas être riches pour être acteurs du pays. Je me mets à la place de ce jeune enfant qui a vu son papa et sa maman être massacrés, sauvagement à l'est du pays, qui a vu sa mère être violée, cet enfant qui a vu le ventre de sa mère déchiré, on enlève le bébé par les barbares de notre monde. Cet enfant qui porte cette vision humaniste que nous avions, qui voudrait un jour aussi être président de ce pays, pour qu'il puisse apporter cette vision, pour qu'on ne puisse plus vivre cette tragédie. Et ils ont créé un système de prédateurs politiques où ce sont eux, avec le parti politique, prennent en otage tout un peuple, tout un pays. Je dis non, ce système doit disparaître. C'est comme ça que je propose un système où même ce petit enfant qui n'a rien, mais qui est un grand visionnaire, mais le pays va l'aider pour devenir demain un grand leader. Et c'est comme ça que vous verrez que nous avions... Quelle est la proposition majeure? Ce sont les élites locales qui vont devenir les plus importantes que le sommet du pays. On y reviendra bien sûr. Donc là, bon, apparemment, vous avez un peu décrit la situation catastrophique de votre pays, la République démocratique du Congo. Bon, maintenant, dans quelle mesure les ressources naturelles du pays sont-elles considérées comme un atout ou une faiblesse dans cette émergence du Congo nouveau que vous prenez?
Mais c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, le titre du livre qui sort, si tu n'es pas, tu n'as pas. C'est-à-dire, si tu n'as pas une présence forte, si tu n'as pas une identité forte, qui fait de toi un peuple, qui va te respecter? Personne. On viendrait te piétiner sur le sol de ton pays. C'est la raison pour laquelle, un axe majeur, c'est il faut une formulation politique globale, politique culturelle globale, du développement, de la paix, pour que le peuple congolais ait une grande identité. Vous imaginez, nous avons au moins 450 tribus. C'est une puissance, c'est une force. Il faut arriver à bâtir une solide identité nationale sur la base de notre richesse culturelle. Il faut que nous existions. Quand nous avons une forte existence, c'est à ce moment que nous pouvons peser sur nos ressources naturelles. Avoir une voix qui compte, être respecté. Si tu n'es pas respecté, tu ne peux pas profiter de ce qui t'appartient. Oui, si un homme fort vient dans ta maison et te piller parce que tu es faible... Il faut quoi? Un moyen de dissuasion comme de bombes atomiques ou comment pour se faire respecter? Tous les pays du monde n'ont pas de bombes atomiques. Oui, mais comment se faire respecter dans ces conditions? Parce que vous savez, les 5 pays du Conseil de sécurité... C'est ce que je dis. Tout cela va aller de pair avec ce que je dis. Si tu es un grand peuple, tu te donnes le moyen pour devenir un grand peuple. Tout à fait, oui. La Chine, il y a 30 ans, qu'était la Chine il y a 30 ans? La Corée du Sud. Tu t'imagines en 1960, nous avions le même niveau de vie avec le Canada et à l'époque de Kasavubu. Subitement, nous avons le niveau de vie à baisser cruellement. Comme au Niger. Alors maintenant, quand vous êtes un grand peuple, quand vous avez une identité forte, un véritable esprit, c'est cet esprit qui va vous permettre de créer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu dans la trilogie, nous avons dit éducation, culture, parce qu'il faut être enraciné spirituellement, physiquement, pour être un peuple fort, qu'on ne peut pas manipuler. Quand vous êtes un peuple... Est-ce que vous pouvez aller manipuler un Chinois ou un Japonais sur son sol? Est-ce que vous pensez que notre culture est suffisamment valorisée à travers l'éducation? Non, mais j'arrive. Mais c'est la raison pour laquelle nous avions proposé, il y aura une réforme fondamentale de l'éducation qui doit aller de pair avec notre identité profonde. Parce que l'éducation doit se fonder sur ce que nous voulons être comme peuple. C'est ce que nous voulons être par rapport aux autres peuples. Nous devons voir les puissants d'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous devons concevoir notre sécurité. La sécurité ne s'importe pas. La sécurité, ça se fabrique, ça se conçoit. Il faut que nous concevons notre sécurité en tant que peuple avec toutes ces tragédies, les génocides que nous venons d'accomplir. Ça, vous voyez, le troisième élément, la recherche. C'est fondamental. Si nous ne sommes pas dans la recherche, l'innovation, d'ici 100 ans, nous n'allons plus exister. Parce qu'il y aura d'autres pandémies qui vont venir. Si nous ne sommes pas dans l'innovation, dans la recherche fondamentale, nous ne pourrons pas exister. Donc, il faut ces 3 trilogies. La culture qui fait de nous, nous devons exister. Parce que si tu n'es pas, tu n'as pas. Tu ne peux pas voir ces ressources-là. Pensez-vous que d'autres universitaires congolais ne comprennent pas l'importance de cette trilogie? Bon. Nous ne disons pas que moi et le mouvement pour la paix et le développement du Congo et la coalition pour le changement, le 3 CRDC, que nous monopolisons les connaissances. Mais nous avons travaillé sur une grande vision. Nous avons vu la souffrance de notre peuple depuis 60 jusqu'à ces jours. C'est-à-dire comment il faut en sortir. Nous avons proposé une vision globale qui englobe tout. Et nous avons vu qu'il y a cette trilogie-là, il faut travailler en profondeur, pas la recherche, englobe tout ce vous citez des secteurs clés, mais voilà, les concours de circonstances faisant que vous deveniez pour président de la République aujourd'hui, par quel bout commencerez-vous directement à attaquer les choses dont vous dénoncez? Je voudrais vous dire une chose. Il y a vous avez vu, il y a un programme triennal d'urgence. C'est-à-dire tout est prévu. Il y a un programme triennal d'urgence pour une transition. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons toujours d'une transition. Il y a manque des infrastructures. Hein. Il y a aussi la question des manques d'infrastructures et tout. Alors, voilà, je vais vous répondre. Donc, nous avons un programme triennal d'urgence. Mais je voudrais vous dire une chose. Dans cette vision que nous avons du Grand Congo du XXIe siècle, nous avons à la fois une vision classique et une vision stratégique. Pourquoi une vision stratégique? Parce que pour aller là-bas, il faut une planification stratégique. Et tout ce qui est la planification stratégique, je ne peux pas le mettre sur le lieu public. Ça concerne la défense. C'est ce que disent la plupart des hommes politiques. Non, mais parce que c'est écrit. Non. Nous ne disons pas, mais chez nous, c'est écrit. C'est-à-dire, il ne faut pas faire le populisme.
Hein, nous sommes en train de parler d'une grande vision. C'est-à-dire qu'il y a une vision de planification stratégique pour devenir un grand peuple qui concerne un certain nombre des domaines de recherche technologique et scientifique de pointe et stratégique que nous ne pouvons pas mettre sur le place, qui contribueront, d'accord, contribueront à la maîtrise gardez-la pour le moment venu, parce que le temps nous fait un peu défaut. De toute façon, nous reviendrons sur, parce que c'est un point clé très important. Donc maintenant, pour faire plaisir aussi à la jeunesse, on vous demandera quelle est la place de la jeunesse et des femmes dans la vision d'un Congo nouveau émergent prôné par la 3C RDC. Et le MPDC. Non, c'est-à-dire dans la vision que préconise le mouvement pour la paix. À la place de la jeunesse et des femmes, parce que dans les sociétés africaines aussi, il y a le poids de coutumes qui jouent beaucoup. Mais je pense que je pense que vous avez bien lu les livres parce que vous posez cette question. La jeunesse et la femme sont au cœur même de ça. Il y a même un grand chantier de construction nationale du MPDC qui concerne la jeunesse. La jeunesse. Et pourquoi nous insistons sur la jeunesse? Et d'ailleurs, quand vous voyez dans le programme triennal que nous avons proposé pour une transition exceptionnelle, nous préconisons que le Congo est en crise. Il nous faut une transition exceptionnelle de 3 ans pour mettre en place un programme triennal d'urgence sécuritaire, politique, économique, social et même environnemental. Ok, d'accord. Parce que dans ce programme-là, la jeunesse occupe une place de choix. Et vous verrez que un axe majeur du chapitre, nous disons, il faut que la jeunesse congolaise n'a pas sa place dans le parti et plateforme politique. Il faut faire sortir la jeunesse congolaise de la prison de plateformes politiques et des partis politiques pour qu'ils deviennent une jeunesse responsable, comme l'avait demandé le pape François quand il était passé par Marabouti Congo, que la jeunesse prenne son destin en main l'avenir du pays. Et d'où nous proposons... Il faut le former pour cela. Nous avons proposé l'IRC, le truc pour permettre à la jeunesse d'être une jeunesse conquérante, d'où il y aura des rencontres, la jeunesse, où on va mettre la jeunesse tous les 10 ans sur la vision du Grand Congo du 21e siècle. Il est prévu tous les 10 ans une rencontre de la jeunesse congolaise absolument sur la vision et la gestion du pays. Tout pour que la jeunesse, pour être jeunesse responsable, il faut le sortir des pièges de partis politiques. La femme et la jeunesse sont pour nous des acteurs clés qui seront au cœur. Là, vous avez donné un peu votre vision sur la jeunesse, mais sur les femmes aussi, c'est très important, on y reviendra. Si vous voulez bien, vraiment la place de la femme dans la société congolaise. Importante. Et je ne vous coupe pas la parole. La femme dans notre société millénaire, avant la colonisation, la femme avait une place de choix. Et vous verrez, nous avons même de grandes prêtresses qui étaient des femmes. Tout à fait, c'est Kimpavita qui s'est élevé contre la domination de l'Église. C'était Kimpavita. Parce que dans notre société millénaire, la femme avait occupé une place de choix. Il faut qu'elle les retrouve. Voilà, c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure en revenant sur le point de la femme. Donc, nous allons passer à l'avant-dernière question. Quels sont les aspects économiques et industriels sur lesquels la 3C RDC se concentre pour cette émergence? Donc, vous savez, comme je parlais tout à l'heure, la grande révolution. Dans notre grande révolution, nous avons prévu une révolution globale qui doit être d'abord culturelle. L'esprit, l'homme. D'abord l'homme. Et puis, il y a la révolution scientifique, technologique et industrielle. Donc, dans notre programme, il y a vraiment un axe majeur de développement industriel. Et dans ce développement industriel, il y a le développement stratégique et le développement scientifique, technologique classique. Et ce qui est stratégique, il y a des domaines clés des développements industriels stratégiques, le domaine de pointe, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et maintenant avec le domaine de l'intelligence artificielle. Il faut que nous anticipions, sinon nous allons subir de plein fouet le nouveau monde qui va se construire. Donc nous anticipons, nous regardons, il faut que nous arrivions à fabriquer, c'est ça le clé, même le fondement,
la plupart de ce que doit être, qu'utilise le peuple congolais, doit être fabriqué sur place en République démocratique du Congo. Il faut commencer par lancer l'industrie agro-industrielle, pas faire des programmes touche à tout qui ne vont nulle part. C'est depuis mon bout on parle d'agriculture, priorité des priorités, mais l'agriculture est nulle part. Vous verrez tous ce gouvernement qui se sont succédés. Agriculture, priorité, nous avons dit non. Mais nous avons maintenant une vision stratégique pour faire l'agriculture un des nouvelles essors du développement industriel sur le plan agricole. Donc il y a un projet bien ficelé et dans chaque de ces projets industriels, il y a les aspects qui dérivent du secret industriel et technologique et il y a des aspects qui dérivent du savoir du monde avec la mondialisation où nous devons aller puiser. Il y a d'abord d'un côté aller puiser dans ce qui existe et de l'autre, après avoir puisé dans ce qui existe, innover sur ce pour qui que existe. nous arrivions à fabriquer tout ce que le Congolais utilise. 80% de ce qu'utilise le Congolais doit être produit sur place. Justement, éviter l'hémorragie financière. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu dans cette vision qu'il y aura 6 grandes régions économiques. Et ces 6 grandes régions seront aussi des grandes régions industrielles. Il y aura par exemple Ok, d'accord, vraiment, on a compris, vous vous exprimez très bien et puis avec passion, on sent que vraiment vous avez la question de la RDC au cœur, donc on vous reverra dans plusieurs occasions pour éclairer les compatriotes congolais sur les chemins à suivre et pour sortir de ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Donc, on vous retrouvera dans d'autres occasions. Quel sera votre mot de la fin pour clôturer notre émission de ce jour? Non, d'abord, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je vous remercie de m'avoir eu l'occasion d'exprimer cette vision du Grand Congo du XXIe siècle. Mais je voulais dire aux téléspectateurs, on a mis, ce sont que des éléments de bribes, mais c'est une vision grandiose. Nous aurons le temps de la présenter, mais c'est une vision qui comporte une partie stratégique. En tout cas, c'est une vision qu'on vous rassure qu'on accompagnera, parce que compte tenu de l'importance du projet. Oui, et je remercie aussi le responsable de la télévision Afrique 1. Et je souhaite vraiment plein succès à vos activités. Avec notre équipe technique composée de Sahada Malik, que je complimente, Taj Hamza et tout. Absolument. Et je leur adresse tous mes compliments et merci pour le travail que vous faites. Bon, notre plateau vous est ouvert. Hein. Nous sommes disponibles. Donc vous pouvez revenir nous voir quand vous voulez. Absolument, nous sommes là, nous sommes disponibles pour apporter... la matière, acquis des droits. Acquis des droits, surtout, nous sommes à un moment historique de ce nouveau monde multipolaire qui est en train de se créer. Il faut que nous réfléchissions pour trouver notre place. Tout à fait, on compte sur vous. Bonjour, chers amis téléspectateurs, c'est sur ce mot de la fin que nous nous quittons pour aujourd'hui, dans l'espoir de revoir Monsieur Armand Mavinga Tsafunenga Imvukumuna Bavedi, qui est un grand expert et un ancien de l'UNESCO. Donc, vous savez, l'UNESCO, c'est un peu l'éducation mondiale. Donc, il y a des matières en tout genre. Nous allons, prenons patience de retrouver Monsieur Armand Mavinga dans des prochaines émissions que nous vous proposerons. C'était le tour du monde de ces jours, dans l'espoir de vous revoir la semaine prochaine. Merci, chers téléspectateurs. Prenez soin de vous. Chaque jour, c'est une vie. Merci à vous. Au revoir.